Bonsoir à toutes et tous. La guerre embrasse donc tout le Moyen-Orient ce soir. Les attaques menées ce week-end par Israël et les États-Unis ont suscité une riposte massive de la part de l'Iran. La République islamique dit avoir ciblé 500 cibles dans de nombreux pays différents, jusque sur le continent européen. On y viendra. Mais d'abord, le récit de cette journée de riposte iranienne avec Alice Debati. Des pilotes éjectés et leur avion de combat qui tombe à pic et s'écrase au sol. 3 chasseurs F-15 américains participaient à des opérations contre des attaques iraniennes au Koweït. Ils ont été abattus par erreur par la défense aérienne du pays. Les 6 pilotes sont sains et saufs. Le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient a réagi. Les avions ont été abattus par erreur par la défense aérienne koweïtienne. Le Koweït a reconnu cet incident et nous sommes reconnaissants des efforts de ses forces de défense contre l'Iran. Dans la matinée, une épaisse fumée noire s'élevait au-dessus de l'ambassade américaine au Koweït. Sans dire si elle avait été touchée ou non, elle a confiné son personnel sur place. Riposte iranienne aussi à 10h46 en Israël sur la ville de Beersheva. Téhéran cible également ce matin Dubaï, Abu Dhabi et un pétrolier battant pavillon américain dans un port au Bahreïn. L'Iran a lancé des représailles à grande échelle depuis samedi. Les gardiens de la révolution assurent avoir visé à ce stade 500 cibles liées aux États-Unis et à Israël dans la région. L'ayatollah Ali Reza Harafi a fait sa première apparition publique depuis son entrée au conseil de direction intérimaire iranien. Une fois de plus, les États-Unis et le régime sioniste ont lancé une action inappropriée, incorrecte et injuste sur un calcul erroné. Et si Dieu le veut, ce calcul se révélera lui aussi faux. L'Iran n'a jusqu'à présent pas visé la Turquie. Ankara peut encore jouer un rôle diplomatique dans l'escalade. Et en attendant, le conflit est en train de s'étendre. La riposte de l'Iran touche désormais de nombreux pays de la région qui sont considérés comme des alliés des Américains et d'Israël. On peut par exemple citer les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Qatar, le Koweït, l'Arabie saoudite, la Jordanie, Israël. Vous le voyez, toute la région est concernée. Israël qui a également été ciblé par le mouvement libanais du Hezbollah. C'est un mouvement qui est un allié de l'Iran. On va rejoindre en Israël, à Tel Aviv, Éléonore Veil. Bonsoir Éléonore. Le Hezbollah et Israël se sont mutuellement bombardés ces dernières heures. Et oui, en parallèle de la campagne militaire qui se poursuit de plus belle en Iran, Israël fait face depuis cette nuit à un nouveau front. Mais c'est sans grande surprise puisque l'armée israélienne avait déjà rappelé plus de 100 000 réservistes, des brigades, des dizaines de brigades, de bataillons et d'unités qui ont été déployés le long de la frontière avec le Liban. Et donc cette nuit, le Hezbollah tirait des roquettes, plusieurs roquettes et drones vers le sol israélien en riposte, disent-ils, à l'élimination du guide suprême Ali Khamenei. Il faut dire qu'Israël détient toujours 5 points le long de cette frontière entre Israël et le Liban, 5 postes d'observation qu'il maintient à durée indéterminée pour surveiller donc sa frontière nord et donc le sud Liban. Alors aujourd'hui, le chef d'état-major israélien a pris la parole et a déclaré qu'il fallait s'attendre à de longs jours de combat. Toutes les options sont sur la table. C'est ce qu'a également déclaré le porte-parole de l'armée israélienne en insinuant qu'une incursion terrestre restait une option plausible. Éléonore Veil à Tel Aviv, merci beaucoup. Éléonore, et pendant ce temps, l'attaque américaine et israélienne se poursuit sur l'Iran. Selon Donald Trump, la guerre pourrait durer plusieurs semaines. Et lui aussi, ce soir, il n'exclut pas une intervention américaine terrestre sur le sol donc iranien. Nathalie Guillemin. Au loin, des panaches de fumée sont visibles au-dessus de Téhéran pour le 3e jour consécutif. Les frappes se sont intensifiées ce lundi. Ici, une chaîne de télévision était visée, mais un hôpital a été touché, ainsi que cet immeuble résidentiel. Nous n'avons pas été blessés physiquement, mais nos oreilles ont souffert et notre maison a été endommagée. Côté israélien, l'armée de l'air a annoncé avoir visé le quartier général des gardiens de la révolution islamique. Le QG a été détruit selon le Pentagone. Des médias iraniens annoncent aussi la mort de l'épouse du guide suprême Ali Khamenei. Du côté américain, 4 militaires ont perdu la vie. Pas de quoi décourager Donald Trump. Il a affirmé ce lundi qu'il n'hésiterait pas à envoyer des troupes au sol si c'était nécessaire. Devant des journalistes,
Il a répété être prêt à poursuivre l'opération le temps qu'il faudra. Right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. We'll do it. Face à cette escalade, l'inquiétude grandit. Ce lundi, des sources iraniennes évoquaient de puissantes explosions près d'une installation nucléaire à Ispahan, ainsi qu'une attaque sur le site de Natanz. Raphaël Grossi, le président de l'Agence des Nations Unies pour l'énergie nucléaire, a appelé à la retenue, sans confirmer à ce stade de dégâts majeurs. There might be something there, but not significant. Or comparable in any way to what we saw last time. Mais le bilan humain des frappes ne cesse lui de grimper. Selon le Croissant Rouge, 555 personnes ont été tuées par l'opération militaire en Iran depuis samedi. Et on va prendre le temps de l'analyse avec vous. Bonsoir Régis Deratte. Bonsoir. Les répercussions de cette guerre en Iran touchent désormais aussi un pays européen. L'île de Chypre a en effet été à nouveau visée aujourd'hui par des drones iraniens. Oui, et c'est une base de la Royal Air Force qui a été visée dans la partie sous souveraineté britannique de cette île de Chypre. Un drone s'est écrasé sur la piste de l'aéroport et 2 autres engins ont été interceptés. Un terminal de l'aéroport de Paphos, à 60 km de là, a dû être évacué et la Grèce a décidé d'envoyer 2 frégates et des avions F-16 en renfort à Chypre. C'est donc l'Europe qui, elle aussi, est amenée à réagir, à se positionner. C'est l'Union européenne et le Royaume-Uni qui, eux aussi, doivent éviter d'être embarqués contre leur gré dans ce conflit, car le régime iranien, sous le feu des bombardements israélo-américains, semble vouloir entraîner d'autres pays dans la guerre. On l'a vu, les monarchies du Golfe ont été visées également, pas seulement les bases américaines qu'elles hébergent, les missiles et les drones iraniens frappent aussi leur économie. Une raffinerie de pétrole a été visée en Arabie Saoudite, mais aussi des hôtels de luxe et l'aéroport international de Dubaï par lequel transitent des millions de touristes étrangers. L'Iran cherche à faire mal, à faire peur aux alliés des États-Unis pour qu'eux-mêmes fassent pression sur Donald Trump pour que le président américain mette fin aux frappes sur la République islamique. Le régime religieux aux abois tente d'assurer sa survie. Donald Trump, pourtant averti aujourd'hui, la plus grande vague de frappes sur l'Iran est encore à venir. Et on verra évidemment ce que les prochains jours nous réservent. Oui. Merci beaucoup Régis Deratte d'être venu ce soir et ces derniers jours en plateau. Et puis, hasard du calendrier, c'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron a présenté ce lundi sa nouvelle doctrine de dissuasion nucléaire. En clair, le président français dénonce un embrasement aux frontières de l'Europe et il s'associe à 8 pays européens, dont la Belgique, pour étendre l'arsenal nucléaire français, pour dissuader d'autres nations de s'en prendre à l'Europe. Voilà qui n'est évidemment pas anodin dans le contexte actuel. Corentin Laurent. Dans un décor de cathédrale, Emmanuel Macron se met en scène en prêtre de la défense européenne. Nous sommes dans la base militaire d'Illong en Bretagne et c'est précédé par un gigantesque sous-marin que le président français redessine la doctrine nucléaire de son pays. J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires de notre arsenal. Plus de missiles nucléaires français, c'est une première depuis les années 90. Mais la France annonce surtout étendre sa force nucléaire bien au-delà de son territoire. Plusieurs pays à travers l'Europe sont déjà cités, dont notre pays, la Belgique. Nous répondrons positivement et coopérerons avec la France dans la mise en œuvre de cette dissuasion renforcée. La dissuasion renforcée, c'est le nom donné à cette nouvelle forme de coopération souhaitée par la France. Elle offre la possibilité pour les partenaires de participer aux exercices de la dissuasion, tout d'abord. Cela pourra impliquer également du signalement, y compris au-delà de nos frontières strictes, ou la participation conventionnelle de forces alliées à nos activités nucléaires. Et alors que l'OTAN protège déjà la Belgique avec des ogives nucléaires américaines dans la base aérienne de Kleine-Brogel, cette proposition de la France pourrait devenir une assurance supplémentaire. La dissuasion nucléaire au niveau des pays européens, je dirais, est d'abord celle dans le cadre de l'OTAN. Après, la France peut venir en appui, en réassurance de cette dissuasion principale. L'Europe qui s'organise, c'est le symptôme d'une Europe qui commence à douter de la fiabilité de son protecteur historique américain.
Oui, avec la guerre qui s'étend actuellement au Moyen-Orient, les inquiétudes concernant les prix de l'énergie grandissent. La région du Golfe est, vous le savez, un acteur incontournable de l'approvisionnement en pétrole et en gaz. Alors à quoi faut-il s'attendre, notamment au niveau des prix à la pompe? On voit ça avec Marc Mélon et Benjamin Verporten. Le personnel évacue. Il s'éloigne d'une épaisse fumée noire. Un drone iranien vient tout juste de s'abattre sur cette raffinerie, l'une des plus grandes d'Arabie saoudite. Les pays voisins craignent de subir le même sort. Tous sont producteurs et tous sont impliqués dans le conflit. La production est donc menacée. Résultat, les marchés s'affolent, les prix s'envolent, plus 8% sur la journée. Pourtant, les valeurs restent habituelles, mais il n'empêche, chez nous, les clients de cette station essence redoutent déjà une hausse de prix. À mon avis, c'est inévitable, mais c'est une moindre chose. Au regard de la guerre, je pense, et des victimes collatérales, je pense que c'est bien plus grave ce qui se passe là-bas que la simple augmentation des prix du carburant. Pour le moment, je ne crains pas l'augmentation. Évidemment, ça vient de se passer. Donc voilà, je pense aussi qu'on a des réserves pour le moment. J'attends juste les nouvelles. Même constat pour le mazout. Ce matin, plusieurs clients ont déjà revu leur plan. J'ai commandé vendredi 500 litres. Et comme j'ai entendu qu'il y avait la guerre, qu'il va augmenter, j'ai recommandé 5 litres en plus aujourd'hui matin. Et il m'a livré 1000 litres. Les prix pourraient tout de même bien augmenter, mais pas immédiatement. Et surtout, il y a un autre élément à considérer, le détroit d'Ormuz. 20% du pétrole mondial passe ici. Mais actuellement, il est bloqué par les gardiens de la Révolution. Passé dangereux, voire impossible, des navires attendent. L'approvisionnement en pétrole se complique, mais l'Europe rassure. There is no immediate security of supply concern for the European Union. We have asked our member states to share their national assessments with us by the end of today, and we will be convening an oil coordination group within the next 48 hours. Reste à voir combien de temps cette crise durera. En attendant, le prix du gaz a lui aussi augmenté, plus 40%. Une hausse boostée par l'annonce du Qatar. Sa compagnie nationale suspend sa production de gaz naturel liquéfié suite à une attaque iranienne. On a compris, une forte hausse des prix du gaz et du pétrole donc aujourd'hui. On va mettre ça en perspective avec vous, Simon Bourgeois. Vous êtes notre spécialiste sur la question économique. Est-ce inquiétant ? Pour le moment, pas encore. Alors c'est vrai que les hausses aujourd'hui ont été assez impressionnantes, mais en fait, on vient de prix qui étaient particulièrement bas ces derniers mois. Encore fin de l'année passée, un prix de baril de pétrole, c'était $60. Et donc aujourd'hui, en remontant autour des $80, même un petit peu moins, en fait, on retrouve des niveaux qui sont relativement habituels pour ces 5 dernières années. On a souvent connu ces derniers temps un baril à $80, c'est pas exceptionnel. En tout cas, on est encore très loin des pics qu'on a connus, on s'en rappelle, au moment de la crise énergétique au début de la guerre en Ukraine. Alors, quelles conséquences cela peut-il avoir, notamment sur les prix à la pompe ? Autrement dit, que répondre aux automobilistes qu'on a vus dans le reportage qui sont inquiets ? Alors, à la pompe, on ne va pas encore le sentir tout de suite parce qu'en fait, il existe des sortes de tampons qui vont absorber à court terme ces hausses. Il y a des stocks, il y a des réserves stratégiques, il y a d'autres pays qui continuent de produire du pétrole. Là où on va vraiment le sentir, c'est si ce conflit dure et s'étend à l'ensemble du Golfe, si d'autres infrastructures pétrolières, énergétiques, comme on l'a vu, des raffineries en Arabie Saoudite, continuent d'être bombardées, surtout si le détroit d'Ormuz continue d'être bloqué. Là, c'est vraiment le nœud où les choses vont jouer. Si tout ça se présente, oui, effectivement, le baril continuera d'augmenter, le prix du gaz aussi, probablement en flèche. Et là, oui, évidemment, on le ressentira chez nous. À l'inverse, si ce conflit s'apaise, se résorbe cette semaine, ça pourrait bien passer inaperçu en quelques jours. Ça va vraiment dépendre de la suite des événements. Mais il faut être très clair, hein, ce soir, on n'est pas encore, en tout cas, dans un scénario de crise énergétique, même si effectivement la situation est préoccupante. Merci en tout cas d'avoir clarifié cette situation. Merci beaucoup. Simon Bourgeois, en attendant, 26 000 Belges sont actuellement au Moyen-Orient. Certains habitent là-bas, mais il y a environ 2500 Belges qui sont actuellement sur place en tant que touristes. Comment vivent-ils cette situation ? On voit ça avec Thomas Dechamps et Corentin Laurent. Ce n'est encore que très limité, mais après 2 jours d'arrêt total, l'aéroport de Dubaï reprend doucement ses activités ce lundi soir. Un début de réouverture de l'espace aérien très attendu, entre autres par de nombreux Belges, parfois à bout de patience. Écoutez, moi j'ai des amis à qui j'ai parlé ce matin. Dans leur building, le matin, 2 explosions. Le bâtiment a tremblé. Et ils ont peur. Donc voilà. Ça, c'est la réalité. Là maintenant, qu'est-ce que vous attendez de la Belgique comme action ? Je pense qu'ils arrêtent de généralité et qu'ils font leur travail. Donc, ils envoient une information qu'ils ont vérifiée, une information concrète.
au lieu de dire, écoutez, faites attention. Bon, mais ça, on le fait déjà. Alors que l'Allemagne annonce vouloir envoyer des appareils civils en Arabie Saoudite et à Oman pour évacuer ses ressortissants dès que possible, en Belgique, les autorités envisagent aussi une opération de rapatriement, possiblement avec l'aide de la défense, mais seulement lorsque l'espace aérien sera moins risqué. Je comprends bien, puisque je suis assailli moi-même de messages, que beaucoup de familles sont préoccupées et inquiètes. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de capacité d'organiser, quand bien même les pays européens le souhaiteraient, d'évacuation aérienne, puisque l'espace aérien est fermé dans la plupart de ces pays en raison précisément des missiles qui continuent de circuler et des drones également. Surtout que dans les pays du Golfe, si les autorités ont appelé à rester le plus possible chez soi, la vie ne s'est jamais totalement arrêtée. On ne croit pas qu'il faudrait évacuer parce que bon, c'est pas constant les attaques. Et on croit et on voit aussi que l'intensité par rapport à samedi et hier est beaucoup moindre. À Doha, Abu Dhabi ou Dubaï, de fortes explosions se sont cependant encore fait entendre dans certains quartiers. Oui, avec ce trafic aérien qui est perturbé, de nombreux touristes belges se retrouvent également bloqués et coincés, pas seulement au Moyen-Orient, mais en Asie ou en Afrique. Se pose alors la question de savoir qui va payer pour ces vacances involontairement prolongées. Réponse avec Eric Bever et Étienne Letellier. Aéroport de Bruxelles aujourd'hui. Les vols vers Dubaï, Doha ou Abu Dhabi sont annulés. Pas d'arrivée non plus. Or, ces trois aéroports sont de véritables plaques tournantes entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Guillaume, par exemple, devait revenir de Thaïlande avec sa famille samedi via Dubaï. Il est toujours à Bangkok. On nous a finalement retrouvé un vol alternatif via une autre compagnie pour rentrer le jeudi 5 mars. Un retour sans frais, mais qui se fera donc via un autre itinéraire que celui prévu au départ. Les compagnies aériennes ont des accords entre elles et lorsqu'il est possible de trouver une autre route, si vous allez à Bangkok, vous n'êtes pas obligé de passer par Dubaï et effectivement la compagnie va trouver des arrangements avec d'autres compagnies aériennes qui vont éviter de passer par ce hub de Dubaï. Véronique, elle, doit revenir de Zanzibar via Dubaï, mais elle ne stresse pas trop. Je ne pense pas que ça va nous coûter plus cher puisque tout changement en fait, est pris en charge par la compagnie aérienne. Par contre, les compagnies Emirates, Qatar Airways et Etihad n'étant pas européennes, elles ne sont pas obligées de payer des nuits d'hôtel supplémentaires. C'est là qu'une assurance voyage peut être intéressante. Ou alors passer par une agence. Alors quand vous avez réservé un voyage à forfait, c'est votre tour opérateur qui est votre interlocuteur et qui va devoir vous reprendre en charge en termes d'hébergement, en termes de repas, etc. La seule limitation à cette obligation, c'est si votre vol retour devait être effectué par une compagnie non européenne. Là, il y a une limitation de prise en charge à 3 nuits, mais le tour opérateur peut toujours proposer d'en prendre plus à sa charge. Quant au départ qui était prévu ces prochaines semaines via le Golfe, la consigne est d'attendre avant d'agir. N'annulez pas votre vol, même si c'est dans une semaine ou dans quelques jours. Attendez quelques journées pour voir comment la situation évolue, parce que si vous annulez à vos propres frais, et c'est le voyageur qui devra endosser l'annulation. Donc on recommande surtout de temporiser et de rester bien en contact avec l'agent de voyage. Si le vol est finalement annulé, les passagers auront le choix entre un vol alternatif, un report ou un remboursement. De beaux dilemmes en perspective.